Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui au sommaire, nous reviendrons sur l'humiliation qu'a subi Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Joe Biden à l'occasion du G20. Nous étudierons ensuite les mensonges de l'AFP concernant le meeting de Zemmour à Nantes. Nous ferons notre revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine avant de saluer l'apparition de Renaud Camus sur les ondes de CNews. Immédiat numéro 369, c'est parti. Le sommet du G20 s'est ouvert à Rome le 30 octobre. La rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden fut placée sous le signe de la réconciliation et de la reconstruction d'une confiance blessée dans le contexte de la crise des sous-marins de septembre dernier. C'est notre image de la semaine. Et quoi qu'il en soit, je souhaite rester à vos côtés. Alors cette image est affligeante, quoi, parce qu'on voit le président des États-Unis qui tapote la main du président de la République française, un petit peu comme gentil chien-chien, quoi, gentil toutou, voilà, après l'avoir fait attendre 1h30, alors que c'était censé être une réunion de réconciliation et d'excuses, 1h30 d'attente, et puis le tapotage, gentil chien-chien, gentil toutou. C'est tout à fait affligeant. Alors apparemment, c'est pas comme ça que les médias français ont vu les choses, parce que on a des titres absolument extraordinaires. Du Point à Rome, Biden ne ménage pas sa peine pour surmonter la brouille avec Macron. Le Monde, crise des sous-marins. Joe Biden reconnaît que les États-Unis ont été maladroits. Et puis alors le sommet, c'est le Huffington Post. Tous les 200 personnes, c'est les feux de l'amour. Enfin, c'est absolument. On a des médias extraordinaires, vraiment. Bah alors. Il s'est fait un petit peu humilier par Joe Biden, comme vous l'avez expliqué, mais il s'est quand même montré ferme avec Johnson, le Premier ministre anglais, et il a ignoré le Premier ministre australien lors du sommet. Il a fait un peu de théâtre. Il a fait un peu de théâtre, puisque la fermeté vis-à-vis des Britanniques a duré 24 heures. Et puis après, il a fini par s'aplatir avec eux comme avec le reste du monde anglo-saxon, faut bien le dire. Il y a d'ailleurs un livre très dur qui vient d'être publié sur lui par Davier et Lhomme, qui sont d'anciens journalistes du Monde, et le titre du livre est terrible, puisque ça s'appelle « Le traître et le néant ». Voilà. Le traître, c'est sans doute par rapport à Hollande, mais le néant, c'est ce qu'ont récupéré les Français. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, les mensonges de l'AFP quant au meeting d'Éric Zemmour à Nantes. Alors, dans le cadre de son tour de France pour assurer la promotion de son nouveau livre, Éric Zemmour a fait une apparition au Zénith de Nantes pour y assurer une prise de parole devant un public plutôt enthousiasmé. Une manifestation sauvage a été planifiée par les antifascistes. On revient là-dessus en images. Les médias français font quasiment unanimement état de heurts entre pro et anti-Zemmour avant un meeting du polémiste. C'est le cas du Huffington Post, des heurts entre pro et anti-Zemmour, du Sud-Ouest, des heurts entre pro et anti-Zemmour. C'est le cas quasiment, Jean-Yves, de tous les médias français. Agence française,
de propagande qui a fait le titrage correspond pas à la réalité, est repris mécaniquement par le copier-coller de tous les journalistes. Voilà, c'est classique. L'agence française de propagande, comme d'habitude, donne le là. Alors, il en subsiste un qui a fait un article assez juste et assez précis. C'est le Figaro qui parle de centaines d'antifas qui s'en prennent à la police en marge d'un meeting de Zemmour. Ça colle déjà un petit peu plus à la réalité. Je crois que ça colle à la réalité, donc bravo au Figaro d'avoir fait un minimum de travail, de vérification des mensonges de l'AFP. Alors l'article est d'ailleurs assez intéressant parce que on voit quand même qu'il y a eu une manifestation importante, plusieurs centaines de personnes, une manifestation non déclarée, une manifestation qui coupe une route ou même une autoroute, une manifestation où on voit des manifestants agresser violemment la police, notamment des véhicules de police qui sont chargés à coups de caddie. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'il n'y a eu aucune interpellation. Alors, ça c'est très intéressant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand il n'y a pas d'interpellation pour ce type d'événement, encore une fois une manif interdite, violente, qui veut empêcher une réunion publique de se tenir, etc. S'il n'y a pas d'interpellation, c'est pas parce que la police n'a pas fait son travail, c'est parce que les instructions qu'elle a reçues étaient de ne pas faire d'interpellation. Les instructions qu'elle a reçues, eh bien, c'est de la part du commandement du maintien de l'ordre, en l'occurrence, le préfet du département et son cabinet. Et si le préfet a donné ces ordres-là, c'est parce que ça correspond à la politique du gouvernement. C'est le cabinet de M. Darmanin qui a fait passer comme message protéger la réunion publique, quand même, c'est le minimum, mais surtout laisser faire les antifas, parce que la stratégie du gouvernement, c'est le théâtre antifasciste. Et donc, à partir du moment où on n'interpelle aucune personne au meeting de Nantes, aucun antifa qui a perturbé la réunion, qui a agressé la police, etc. Alors qu'il y en avait plus de 600 qui... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez recommencer ailleurs. On leur donne, au fond, licence, carte verte pour attaquer les meetings de Zemmour partout, avec comme arrière-pensée de dire après, vous voyez, il suscite la violence. Voilà. C'est une opération de manipulation entre, au fond, l'État profond et les antifas, la Macronie et les antifas qui marchent, en l'occurrence, la main dans la main. Si ce n'était pas le cas, on dissoudrait les antifas, on réprimerait les antifas, comme on le fait de manière tout à fait injustifiée pour les identitaires qui défendaient les frontières françaises ou pour l'Alvarium qui contentait simplement de protéger son local. Voilà. Là, les antifas, ils ont licence de tout faire, et c'est l'alliance des antifas, des médias et de la Macronie. Parce que ça fonctionne, parce que les médias racontent que c'est des conflits entre pro et anti-Zemmour. S'ils disaient il y a une manipulation, ça ne se passerait pas comme ça. Et les médias, s'ils faisaient leur boulot, se demanderaient pourquoi on n'interpelle personne. Voilà. Moi, je le dis aux médias, pourquoi les antifas ne sont jamais interpellés ? Pourquoi les Black Blocs n'ont jamais été interpellés lors des Gilets jaunes ? Tout simplement parce qu'ils font la politique de M. Macron. C'est les médias qui devraient dire ça. Notre ancien présentateur Nicolas Faure était justement à ce meeting d'Éric Zemmour à Nantes. Je vous lis son tweet, délirant, j'y étais, il n'y a eu aucun affrontement entre les antifas et les pro-Zemmour, les gauchistes ont uniquement attaqué la police. Désinformation totale. On écoute tout de suite Charlotte Dornelas sur les ondes de CNews qui corrobore le même point de vue. Il y a des heurts entre les pro-Zemmour et les anti-Zemmour. Non, pardon, en fait, il y a une agression d'antifascistes devant un meeting d'Éric Zemmour. Pas une rixe entre deux camps, en fait. C'est une agression d'un côté, et ce serait bien que ce soit présenté comme ça. On nous explique que Éric Zemmour incarne la haine, le discours de haine et un discours de division. Mais en fait, je ne sais pas, mais qui divise dans le pays en crachant du matin au soir sans argument avec des invectives personnelles sur un homme qui aujourd'hui est rejoint dans les sondages par 15-17% des gens. Comme d'habitude, Charlotte Dornelas est excellente. En fait, c'est l'inversion accusatoire. On agresse Zemmour verbalement dans tous les médias, on l'agresse dans ses réunions publiques et on dit « Ah quand même, il divise ». C'est l'inversion accusatoire. Incité par le gouvernement, comme vous l'expliquez. Incité par le gouvernement, bien entendu.
On va écouter tout de suite un extrait de BFM TV qui donne un autre son de cloche. Éric Zemmour récolte les fruits de sa stratégie du clivage permanent. Vous savez, d'habitude, on est habitué aux candidats arrivant devant les Français en disant « Moi, je veux être le président du rassemblement de tous les Français ». Eh bien, Éric Zemmour, c'est exactement l'inverse. Lui assume d'opposer les Français les uns aux autres. Non, cela dit... Et cela lui permet aussi, vous savez, de jouer cette opposition entre, d'un côté, une minorité bruyante, violente, versus la majorité silencieuse qui, supposément, serait avec Éric Zemmour. Alors, il est parfait, ce Benjamin Duhamel. D'abord, c'est l'héritier d'une dynastie politiquement correcte, la dynastie des Duhamel. C'est le neveu d'Alain. C'est pas le c'est le neveu d'Alain Duhamel. Donc, il est chez lui dans les médias mainstream et ce qu'il expose est totalement faux. Ce n'est pas Éric Zemmour qui organise des manifestations contre lui. C'est absolument pas le cas. Et ça ne lui bénéficie pas. Alors j'ai vu ça, effectivement, il y a un avocat, Castelnau, il y a un philosophe de comptoir, Enthoven, qui explique, mais ça lui rend service. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que de travailler en milieu hostile. Quand vous avez des difficultés pour trouver des salles, quand vous avez des livres qu'on ne veut pas mettre dans certaines librairies, quand vous avez des manifestations, lorsque vous faites des réunions publiques, tout ça complique la vie et rend les choses extrêmement difficiles. Dire à ceux qui disent que ça vous avantage, eh bien, je pense que ce serait intéressant qu'ils fassent l'expérience de cela. Si, par exemple, M. Enthoven, il ne trouvait plus d'éditeur, ou les libraires ne voulaient plus le diffuser, ou que la librairie dans laquelle il signe était attaquée, il trouverait sûrement cela beaucoup moins drôle. Donc, vous avez des gens, alors, qui prétendent être des fins analystes cyniques, qui connaissent le dessous des cartes, et qui pensent que les gens sont ravis, leurs opposants en général, sont ravis d'être agressés. Je crois que c'est pas vrai. Et il est évident que toutes ces agressions ne rendent pas service à Éric Zemmour. D'ailleurs, si elles lui rendaient service, le gouvernement y mettrait fin. Voilà. C'est QFD. C'est QFD. Mais c'est l'alliance média, Antifa et Macronie. Politique. Voilà. Pour bien comprendre cela. Ça paraît du bon sens qu'on vous l'expliquait. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à notre revue de presse. Un ancien parachutiste du 17e RGP est décédé de ses blessures dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, dans une relative indifférence médiatique. Il fut agressé par un ou plusieurs individus, selon les témoignages, à la sortie d'un restaurant à Montauban et frappé à mort devant sa compagne, Jean-Yves. Voilà, occultation de l'AFP, qui n'a pas fait de dépêche, ou qui en tout cas n'en avait pas fait 3 jours après les faits. Puisque la personnalité de la victime, en l'occurrence un ancien parachutiste, ne les intéressait pas, et que la personnalité des agresseurs, semble-t-il, d'après la presse locale, une bande de gitans, ne les intéressait pas non plus. Voilà, donc effectivement, c'est l'occultation sélective qui est le pendant de la surmédiatisation d'autres faits. Voilà, c'est l'équilibre selon l'AFP, c'est on occulte ou on minore, ou on majore, suivant que ça va dans un sens politiquement correct ou non, agence française de propagande. Hommage du coup à ce parachutiste. L'amicale du régiment lui a rendu hommage sur Twitter. C'est avec une grande tristesse que nous apprenons l'agression vendredi soir à Montauban, puis le décès ce soir d'Emmanuel Cueff, ancien de la CA du 17e RGP à l'âge de 50 ans. Que Saint-Michel l'accueille et protège sa famille. Une enquête a été ouverte à l'encontre du magistrat Charles Prats, connu par le grand public pour son livre « Le cartel des fraudes », qui expose l'ampleur de la fraude sociale en France. Il s'agit peut-être là d'une tentative de musellement du magistrat au moment où son 2e livre est mis en vente. Là aussi, ça fait pas beaucoup de bruit, alors que faire une enquête administrative sur un magistrat, manifestement parce qu'il a des opinions qui dérangent, et qu'il publie des livres quand même extrêmement solides sur la fraude sociale, mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. La fraude fiscale, oui, ça c'est un sujet, la fraude sociale, non. Il suffit d'ailleurs, là aussi, d'imaginer ce que dirait l'ensemble des médias si un magistrat de gauche faisait l'objet, en raison de ses opinions politiques, d'une enquête de l'inspection générale de la justice. Alors là, on verrait le scandale. Là, finalement, c'est pas mal. Là aussi, ça fait partie, c'est une opération d'intimidation.
d'intimidation. On intimide ce magistrat qui ne doit pas se laisser facilement intimider d'ailleurs, mais pour faire peur à tous les autres. C'est ça la manœuvre derrière. Le juge Charles Prats dénonce des fraudes, l'État républicain enquête sur le juge. Voilà un tweet assez éloquent de Brésinfo. Il est commissionné par l'État pour faire état justement de la fraude sociale en France. Et ensuite, on n'aime pas le résultat, donc on le muselle. Voilà. Classique. Très bon tweet de Brésinfo, belle synthèse. C'est une bonne nouvelle pour Immédiat, puisque nous avons pu retrouver certaines de nos observations dans le Figaro Magazine du 24 octobre, oui Jean-Yves. Figaro Magazine, France Inter, France Télévisions, à gauche toute, enquête sur une mainmise culturelle. C'est bienvenu parce que nous sommes là depuis des années sur Immédiat, Logine de son côté. On est là pour déblayer le terrain, être en avant-garde. Et puis accumuler aussi l'ensemble des faits, des documents. Et bien après, c'est très bien qu'une presse plus mainstream, on peut dire, comme le Figaro Magazine, reprenne et parfois même approfondissent le sujet. Évidemment, ils reprennent ce qu'on a pu dire sur les humoristes, l'humoriste qui avait fait un sketch d'une drôlerie formidable sur Jésus et PD, ou l'humoriste qui explique merci les fachos, vous payez pour nous, tout ça, c'est très bien. Mais il y a une petite étude intéressante qu'on n'avait pas fait, et que je cite avec plaisir. C'est-à-dire que les matinales sur les radios de service public, c'est 125 minutes de matinale. Sur ces 125 minutes de matinale, il y a 3 fois 3 minutes attribuées à des journalistes dits entre guillemets de droite, ce qui est déjà très excessif s'agissant de Natacha Polony, mais enfin passons, pas tout à fait politiquement correct. Alors 3 minutes sur 125 minutes, vous voyez un peu l'ampleur du sujet. Et en plus, c'est intitulé en toute subjectivité, pour bien marquer la distanciation, sachant que, bien entendu, les 120 minutes qui restent en dehors de ces 3 minutes sont en toute objectivité. Voilà. C'est bien évidemment, personne n'en doute. Alors, il y a un problème quand même, parce que les radios de service public, c'est 15 millions d'auditeurs par jour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des émetteurs partout, donc c'est un avantage. Ils n'ont pas de publicité, donc c'est un avantage, ou quasiment pas, parce que c'est plus confortable pour l'écouter, c'est vrai. Moi, j'écoute les radios de service public. Remarquez, c'est de la vaccination, hein, c'est pas grave. Mais, et puis, ils ont 600 millions d'euros. Donc, ils ont beaucoup d'argent, pas de publicité, et des émetteurs partout. Donc, ils captent du public, forcément, c'est un et avantage ils concurrentiel adoptent du public. C'est pas pour rien qu'on appelle France Info France Intox, alors qu'eux-mêmes font leur publicité sur l'info juste. Oui. Voilà. La novlangue, comme d'habitude. La novlangue, comme d'habitude. Une tribune signée par près de 160 journalistes est publiée sur Mediapart. Incite ouvertement toute leur petite caste à censurer et invisibiliser les candidats de droite, Zemmour en tête. La tribune met également en cause le rôle des grands patrons des médias qui joueraient, selon elle, un rôle prédominant dans la montée du racisme et du fascisme en France. Aïe, 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 ça fait peur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors 160, ça veut dire quand même, c'est pas négligeable. Ils sont dans une logique où, mais qu'on leur apprend d'ailleurs dans les écoles de journalistes, on ne peut pas trop leur en vouloir, qui consiste non pas à rapporter les faits, à rapporter les points de vue, mais à dire le bien. Et, à contrario, si on dit le bien, on dit aussi le mal. Voilà. Et aujourd'hui, le mal, c'est Zemmour, donc l'objectif, c'est d'invisibiliser Zemmour. Le problème, c'est que Zemmour fait de l'audience, quoi. Voilà, ça, c'est... Et il faut arriver à concilier les deux. Il faut traiter Zemmour, pas facile, mais en même temps, il faut l'invisibiliser. En gros, il faut le traiter en disant du mal, mais si on le traite en disant du mal, on ne l'invisibilise pas. Voilà, c'est difficile. C'est tout le dilemme que les journalistes... Pour eux, on les plaint vraiment très, très triste, très triste. Alors, en introduction, j'ai quand même raccourci la liste. Il parlait de personnes prenant des idées fascistes, racistes, xénophobes, sexistes, homophobes et négationnistes. Et il faut les combattre et les invisibiliser. On dirait une parodie, mais malheureusement, ce n'en est pas une. Non. Alors, comme chaque année, la diatribe sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes revient au grand galop au début du mois de novembre. En effet, selon certains collectifs et militantes féministes, c'est à cette période de l'année que les femmes commencent à travailler gratuitement pour le reste de l'année, Jean-Yves.
Oui. Alors, bon, ça, il y a des différences entre les hommes et les femmes, notamment, malgré toutes les politiques qui sont menées pour aller vers l'égalité. Malgré tout, les femmes gardent un peu plus de charge, tout simplement la maternité, et ce qui suit l'immédiate maternité, c'est un fait. Alors, moyennant quoi, les différences salariales sont de 17%, d'où le jour, pour l'ensemble des métiers. Par contre, pour les métiers de même niveau et de même fonction, l'écart, en tout cas en ce qui concerne la France, c'est 2%, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait négligeable. Par contre, et donc, toute l'opération journée, c'est en partant, en confondant des métiers ou des activités qui sont différentes. À métier et à fonction égale, il n'y a pas d'inégalité, si ce n'est à 2%, c'est-à-dire en gros l'épaisseur du trait ou la marge d'erreur, peut-on dire. On ne peut pas déterminer une discrimination à partir de 2%, Non, c'est tellement marginal. C'est pas sérieux. Et pourtant, C'est pas sérieux. Alors il faut aller sur Je réinforme qui explicite très bien le sujet. Alors on en a déjà parlé l'année dernière, on en a déjà parlé l'année d'avant. Mais comme la désinformation se répète, eh ben, la réinformation est aussi amenée à se répéter. On est contraint de les tacler quand ils se trompent, oui. Et ils se trompent, malheureusement. Il ne se trompe pas, il trompe. Il trompe, question ne se trompe pas. de point de vue. Voilà. C'est une nouvelle qui a choqué l'opinion allemande, mais qui n'est pas parvenue aux oreilles de nos médias français, qui sont pour le moins malentendantes. La chaîne YouTube de Russia Today Allemagne s'est vue purement et simplement supprimée de YouTube, sous prétexte d'avoir enfreint les règles de la plateforme relatives aux informations sur le coronavirus. Russia Today Allemagne, c'était 600 000 abonnés sur YouTube. Jean-Yves ? C'est à peu près la taille de TV Liberté. Ça nous inquiète. Oui, c'est-à-dire TV Liberté a eu aussi des problèmes en raison du coronavirus, y compris une de nos émissions qui a été censurée à l'époque de Nicolas Faure, simplement parce qu'on avait souligné le contraste entre les faits, les statistiques officielles et la présentation médiatique qui en était faite. D'ailleurs, je pourrais citer un exemple. Aujourd'hui, les médias reprennent tous les jours. L'épidémie reprend de coronavirus. C'est vrai, on parle sans jamais avoir parlé pendant les 3 derniers mois le fait qu'elle déclinait. Voilà. Or, effectivement, il y a un peu des montagnes russes. Il y a des périodes où ça décline, où ça avait quasiment disparu. Enfin, c'était devenu très marginal. Puis ça remonte un petit peu. Et donc, dans un cas, les médias n'en parlent pas. Dans l'autre, ils en parlent. Et donc, quand on dit ça, on risque d'être censuré. Alors, il faut dire que les règlements de YouTube sur le coronavirus, c'est pas facile non plus, parce qu'il faut suivre les directives gouvernementales et suivre les directives de l'OMS, qui sont parfois contradictoire. Donc comment on fait ? Et YouTube a censuré, d'ailleurs, à un moment, on l'avait aussi cité sur Immédiat, une conférence tenue avec des scientifiques, du gouverneur de Floride, ou du Texas, je ne sais plus, moi je crois que c'est de Floride, qui était une autorité, en l'occurrence sanitaire, officielle, mais qui a été censurée parce qu'il n'allait pas dans le sens souhaité par YouTube. Voilà. Alors c'est quand même très grave, cette censure en Allemagne, d'une chaîne. Je pense que la Russie pourrait peut-être être tentée de taper sur les doigts de YouTube, malgré tout. Bon. Jean-Yves, nous avions évoqué la semaine dernière un film TF1. C'est un film qui traite du transgenrisme sous un œil plutôt positif. Il et elle, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il est depuis passé à l'antenne en prime time et sa conclusion est aussi absurde que mortifère. Oui, alors il s'agit en fait de semer le trouble et d'encourager au fond au changement de sexe, qui est peut-être parfois possible, mais enfin qui est quand même devenu tendance d'en parler. Voilà. Honnêtement, aujourd'hui même on parle de transphobie, c'est un mot qui n'existait pas il y a 5 ans. Et les transsexuels, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement marginal et dont on essaye de faire un thème porteur, un thème de mode. À la fois sous la pression des lobbies LGBTQ, je ne sais plus quoi, et puis parce que les médias qui font ça pensent qu'on va en parler. On avait d'ailleurs eu ce film
ce téléfilm avait eu une promotion terrible avant. On l'avait annoncé. Ah oui. Alors le résultat est quand même assez parlant et de ce point de vue-là encourageant, puisque l'OJT de TF1, ce jour-là, c'est 6 100 000 personnes. Ensuite, ils enchaînent sur ce film pour lequel ils ont assuré une grande publicité. 3 millions de personnes. Qui regarde le film. Donc là, c'est une claque quand même magistrale. Ils ont été dépassés par L'amour est dans le pré, il me semble. Alors, ils ont été dépassés par L'amour est dans le pré. Alors là, c'est pareil. M6, ils partent de 3 millions 2 au JT et ils montent à 4 millions 2. Donc on voit les mouvements de bascule. Et ça, c'est l'opinion qui fait la bascule parce que bon... le transgenrisme, bon... ça fatigue un peu quand même. Ça parle pas beaucoup à c'est la pas majorité quand des même Français, un il me semble. sujet... Il y a un certain désintérêt. Ouais, bon, c'est plutôt bon signe, voilà. Bon, il y a quand même 3 millions de personnes qui sont restées devant le truc. Ça, c'est un petit peu désespérant. Bon, voilà, On va partir du principe qu'ils étaient en train de faire autre chose. Voilà, non, ouais. Donc la télécommande ne marchait plus. Ouais. On va quand même terminer cette revue de presse sur une note positive, Jean-Yves. CNews consolide sa dynamique de croissance dans l'acquisition des parts d'audience. La chaîne d'info affiche justement une croissance solide et tend à rattraper BFM TV petit à petit. Oui, voilà, je crois qu'ils sont à 2,2% de part de marché, BFM TV à 2,6%, donc, mais BFM TV descend et CNews monte, donc on va arriver au croisement des courbes. Malgré le départ de Zemmour, qui a un petit peu handicapé la rentrée on pensait d'ailleurs que ça allait complètement endiguer la croissance de CNews. Mais en fait, c'est un phénomène global et... Zemmour parti, il y a Bock-Côté qui est arrivé, il y a Charlotte Dornelas qui a une place plus importante, donc il y a quand même... le renouveau. La dynamique continue et c'est intéressant de le constater. C'en est fini pour notre revue de presse, on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, l'apparition de Renaud Camus sur les ondes de CNews justement. On ne le présente plus. Renaud Camus, l'écrivain prolifique qui a donné son nom au constat du grand remplacement, était l'invité d'Yvan Rioufol sur CNews dimanche dernier. Je vous propose d'en regarder quelques extraits. On pourrait trop le dramatiser, ce phénomène est une chose absolument épouvantable. Ce que les Français et tous les peuples de la Terre ont craint pendant toute leur histoire, rien ne pouvait être pire qu'un changement de population. Il est beaucoup plus colonisation que les colonisations antérieures, puisqu'il est beaucoup plus massif. Les colonisations les plus graves, les plus profondes, sont évidemment les colonisations démographiques, le changement de peuple. Ça, ce sont des colonisations qui menacent d'être irréversibles. Marine Le Pen ne cautionne pas du tout mes discours. Éric Zemmour, oui, bien davantage. D'ailleurs, Éric Zemmour est pour moi une source de grande espérance, c'est certain. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit un événement de voir Renaud Camus à la télévision. Or, c'est un homme dont, encore une fois, le constat du grand remplacement est présent partout maintenant, dans tous les médias. C'est un sujet de débat. C'est quand même assez étrange qu'on considère surprenant qu'on invite quelqu'un dont le thème, les écrits, la pensée est au centre des débats. Elle est discutée, mais jusqu'ici, elle est discutée sans lui. Alors bravo à CNews, bravo à Yvan Rioufol de lui avoir donné la parole. Ce qui est quand même étrange, c'est que ça surprenne. Alors justement, ça a fait un tollé sur Twitter, comme vous le disiez. Les Sleeping Giants, par exemple, parlent d'une promo de Renaud Camus par CNews qui est raciste, multirécidiviste. On va savoir ce que ça veut dire. Le laisse étaler son délire du grand emplacement. Liste non exhaustive des actes terroristes inspirés par ce délire. Christchurch, Utøya, Oslo, El Paso, Pittsburgh, et j'en passe. C'est justement ce groupe de lobbying qui fait pression sur les télés, sur les grands groupes, pour leur faire supprimer leur publicité quand ils sortent de la bien-pensance, Jean-Yves. On a Pierre Jacquemin, sur lequel il faudra revenir, qui dit « Et pourquoi pas Dieudonné, Alain Soral et Le Pen père, CNews, la chaîne qui recycle les condamnés multirécidivistes, quel enfer ! Quand est-ce que le CSA va prendre la mesure de la gravité de l'emprise de Bolloré sur les médias et sa détermination à faire triompher les fachos ?»
Voilà, alors en fait, l'objectif, c'est de retirer les licences d'émission de Bolloré, enfin de CNews. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Pierre Jacquemin, il travaille à la revue Regard, qui est une revue communiste, dont les grandes heures de Regard, c'est les grandes heures du stalinisme. Donc, ils ont gardé quand même le même esprit. La même fibre. La même fibre, voilà. Et avant d'être dirigé par ce Jacquemin, c'était dirigé par Clémentine Autain. Donc, on voit très bien la pensée qui vise à interdire l'expression de ceux qui ne pensent pas de la même façon. C'est tout à fait exemplaire. Pierre Jacquemin, justement, c'est le rédacteur en chef de Regard qui voulait faire préempter par le CSA et le gouvernement la programmation de CNews. Donc on est dans le stalinisme, le contrôle complet de l'État. Staline pas mort. toujours vivant à Regard. On va tout de suite passer à une petite vidéo de Caroline Fourest qui, elle aussi, s'en prend de manière assez vive à Renaud Camus. Quelqu'un qui a réhabilité le concept de race, qui nous explique que la race, évidemment, est un concept positif qui existe et qu'il y a une race qui est en danger, qui est la race blanche. Renaud Camus est l'inspirateur et cité dans des manifestes de terroristes tout à fait récemment. Le terroriste qui a tué 77 personnes à l'Utøya et à Oslo, le terroriste... Oui, alors d'abord, le mot race tel que l'utilise Camus, effectivement, il a fait un livre sur le mot race, mais il ne l'utilise pas du tout au sens biologique, ni même au sens des populations. Il l'utilise, il l'étudie en fait d'un point de vue littéraire et d'un point de vue historique. Par exemple, quand on dit que c'est un écrivain de bonne race, de quelqu'un qui est un écrivain de bonne race, on ne fait pas allusion à son origine ethnique ou à son origine biologique. On explique qu'il écrit bien. Voilà, c'est une expression classique. Alors je sais bien que maintenant, la mode, c'est de diaboliser tout ce qui était antérieur à l'année dernière, en quelque sorte. Voilà. Mais c'est la révolution permanente. C'est un contresens. C'est un contresens. Elle n'a pas lu, d'ailleurs. Elle n'a rien lu de Camus. Je pense honnêtement elle n'a pas lu grand-chose. Voilà, elle n'a pas lu grand-chose. C'est comme tous ceux qui disent la théorie de Renaud Camus sur le grand remplacement. C'est pas une théorie, il le dit lui-même, c'est un constat. Donc si on le cite, au moins qu'on le cite honnêtement. Voilà. C'est peut-être beaucoup demandé, il est vrai. On va écouter tout de suite la réponse de Renaud Camus. Madame Caroline Fourest, qui dépasse vraiment toutes les bornes déjà repérées jusqu'à présent. Elle m'accuse d'être l'aspirateur de tueurs de masse, dont celui d'Utøya, qui a commis son abominable crime avant même la publication de mon livre Le Grand Remplacement, ou celui de Christchurch, dont la Haute Cour vient de reconnaître qu'il n'a aucune connaissance de mon existence. Alors voilà, il répond à une des multiples accusations de Caroline Fourest, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, toutes plus diffamatoires d'ailleurs les unes que les autres, mais bon, voilà, c'est le principe de cette femme, c'est de parler sans savoir, à condition que ça puisse diaboliser. Voilà. Merci Jean-Yves. Est-ce que vous avez un coup de chapeau cette semaine ? Oui, j'ai un coup de chapeau, à nouveau pour un film. Encore un film, décidément. Les Illusions perdues. Alors c'est un film qui met en scène d'ailleurs assez joliment et relativement fidèlement un roman de Balzac. Et alors pourquoi je le cite ici dans Immédiat ? Eh bien parce que au fond ça décrit de manière très sévère les mœurs journalistiques, non pas actuelles, mais les mœurs actuelles en sont les héritières, mais les mœurs journalistiques à la fin de la Restauration, en 1828, et c'est assez amusant de voir au fond que nos journalistes actuels n'ont pas tellement inventé grand-chose par rapport à leurs prédécesseurs tels qu'ils étaient décrits par ce formidable écrivain qui était Honoré de Balzac, et tel qu'on le retrouve dans ce film assez, à la fois, je pense, assez fidèle à l'œuvre de Balzac et assez contemporain. Donc j'invite vivement, c'est agréable, c'est bien, j'invite vivement nos spectateurs à aller voir ce film. Comme quoi il y a certaines permanences dans l'histoire parfois, Jean-Yves. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.